jamais, oui. Je suis pas sûre. Oui, il est allumé. Je pense qu'on va pas tarder. Ça vous va? Je vais peut-être juste demander est-ce qu'il est là en même temps avec nous. Je sais pas décider le début ou pas. On va voir. Bon, eh bien écoutez, mesdames, messieurs, bienvenue pour cette dernière table ronde du coup de ces 2 jours quand même qui ont été assez riches. Alors en plus, ce sera une table ronde, on va dire, avec un tempo assez soutenu pour certains. Donc on va essayer d'être dans les temps et d'autant plus que je vous annonce quand même qu'on commence un peu plus tôt parce qu'on va finir également un tout petit peu plus tôt, donc à 16h50, puisqu'après il y a le discours d'Alice Ruffo, donc de la DGRIS, qui aura lieu donc dans l'amphithéâtre de nouveau en haut. Donc voilà, on va essayer de tenir la cadence. Il y a un écho. C'est un peu embêtant. Je sais pas trop comment on va faire. Et en plus, on n'entend pas très bien, j'entends. Oui, c'est un peu embêtant. Je sais pas trop comment on va faire ça. 1, 2, 2. Non, c'est pas beaucoup. Ça... Bon, on va essayer de faire avec si ça vous va. Très bien. Bien, donc effectivement, on va parler cette fois-ci d'enjeux énergétiques. Alors l'avantage, c'est vrai que ça facilite nettement la tâche d'arriver en dernier, c'est que l'énergie, on en a entendu un peu parler dans les différentes tables rondes, aussi bien hier, par exemple, sur les fonds marins. On en a entendu parler aussi dans le cadre des flux maritimes. On en a entendu parler dans le cadre, bien sûr, des conflits, on va dire, enfin, en tout cas, la situation géopolitique de manière générale aussi dans la Corne de l'Afrique. Et sur la une, French, ok. Un énorme sujet. Alors l'enjeu justement de cette table ronde, c'est de comprendre finalement le système énergétique lui-même, cette fois-ci vraiment donner un éclairage dessus, parce que c'est vrai que voilà, la chaîne énergétique, ça répond à des logiques assez particulières et des logiques aussi bien physiques, de flux, maritimes, mais également économiques et politiques. Donc voilà, l'enjeu, ça va être ce soir donc de voir un petit peu, de couvrir un peu ces aspects-là, notamment sous le prisme plutôt donc de la sécurité énergétique, donc c'est-à-dire de comment finalement s'assurer que les approvisionnements en énergie transitent bien du point voulu vers le point souhaité, on va dire. Et pour ça, je suis ravie donc d'avoir nos panélistes de grande qualité. Donc je me permets comme ça de vous présenter déjà dans l'ordre donc pour vous, public donc de votre droite vers la gauche, Michel Derdevé, donc, qui est le président du think tank Confrontation Europe, et donc qui a bien sûr une longue carrière en tant qu'énergéticien, notamment pour la question des réseaux, donc pas mal aussi au niveau avec cette vision de l'Union européenne. Et donc, je me permets quand même de mentionner également, Michel, que tu as également dirigé cet ouvrage collectif qui s'appelle justement, alors que j'oublie pas le nom, hein, bien sûr, c'est Dans l'urgence climatique, penser la transition énergétique. En toute subjectivité, je ne peux que chaleureusement le recommander. C'est un ouvrage qui permet comme ça de bien comprendre tous les enjeux liés à la transition énergétique. Ensuite, nous avons donc Anne-Lise Théani, qui donc est directrice adjointe pour les affaires européennes à la CRE. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie. Donc c'est en quelque sorte, on peut le définir, enfin sinon Anne-Lise, tu le feras tout à l'heure, mais c'est en quelque sorte une autorité indépendante française qui veille en fait au bon fonctionnement du marché de l'énergie en France et qui se permet de coordonner justement avec le niveau européen. Ensuite, nous avons donc à ma gauche Eric Baldecchi, qui est donc chef du département veille et stratégie de la menace au sein de la direction sûreté de Total Energy. Donc vous couvrez justement normalement plutôt, on va dire, tous les aspects de sûreté des activités de Total dans le monde, mais donc effectivement aujourd'hui on va se focaliser un petit peu plus sur la région, en particulier de Méditerranée orientale.
Voilà. Et nous avons également en visio, je suis ravie d'accueillir donc Eli Rettich qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous pour des questions géopolitico-logistique, je dirais, puisque en fait, Eli Rettich est professeur assistant en fait en sciences politiques à l'université de Bar-Ilan, donc en Israël, et donc vous êtes spécialisé politique énergétique et notamment pour toutes les affaires de sécurité d'environnement dans la région de la Méditerranée environnementale. Et avec un focus quand même particulier aussi sur les facteurs de coopération et de tension autour des ressources fossiles, donc ce qui est particulièrement pertinent bien sûr pour la région. Donc je suis absolument ravie. Cher Eli, du coup, je vous propose en fait d'ouvrir ce panel. Alors, pour ceux qui ont besoin de traduction, c'est vrai que voilà, Eli est anglophone, donc voilà, si vous avez besoin pour les canaux de traduction, c'est le moment de mettre vos oreillettes. Et donc, Eli, please, the floor is yours. We are completely delighted to hear you and to hear your introduction for this keynote speech. Thank you very much, Annabelle. Merci Annabelle, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai deux excuses à faire. D'abord, je parle anglais, chose que je ne peux pas changer. Et puis aussi, le fait qu'en raison de la guerre, pour sortir d'Israël, c'est très difficile en ce moment. Mais on a essayé de prendre un avion, mais c'est vraiment pas possible. Donc, je suis très heureux que je puisse avoir l'occasion de parler cet après-midi quand même. En ce qui concerne le panel, puisque je vais avoir quelques questions d'ordre de traduction à régler, je vais parler pendant une vingtaine de minutes en vous laissant 10 minutes pour les questions et réponses. Et je voulais vous montrer que depuis quelques années, en raison de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, de nouvelles occasions concernant la coopération énergétique avaient été organisées dans l'est de la Méditerranée. Et ce sont autant d'occasions qui vont arriver à une intégration pour les pays de l'est méditerranéen, mais également les pays du Golfe. Donc, c'est pratiquement une seule région en ce qui concerne la production d'énergie, le transport et la transmission d'électricité. Et la guerre entre Hamas et Israël n'aura rien changé à la donne. Ce qui fait que je vais essayer de vous présenter une carte et j'espère que vous pouvez le voir. C'est très bien, je vois que vous le voyez. Alors, je vais commencer avec le pétrole, puis après on parlera du gaz. En Méditerranée orientale, on a eu une situation concernant le pétrole. Il y a 2 ans, jusqu'à il y a 2 ans, 3 ans, la carte était comme ça, 22 millions de barils passés par le détroit d'Ormuz tous les jours et 70% du pétrole du Golfe est allé vers l'Est, à savoir l'Inde, Chine, Corée du Sud et le Japon. Alors que 70% du pétrole russe est allé dans l'autre sens, vers l'Europe, à l'Ouest. Voilà, c'était comme ça avant. Mais en raison de la guerre, depuis 2 ans, le transit du pétrole a beaucoup changé dans des directions opposées parce que les Européens ne veulent plus acheter du pétrole russe, ce qui fait que maintenant le pétrole russe est vendu en Chine et ailleurs à l'Est à des discounts très élevés, de l'ordre de 30 à 40%. Ce qui fait qu'actuellement, pour que la Russie puisse attaquer le nouveau marché, la Russie est obligée de passer par l'Arctique, c'est la route du Nord, mais en raison des changements climatiques, il y a eu des avenues différentes à utiliser. Ensuite, par la suite, nous avons vu la route changer en direction de la Chine et l'Inde. Et puis, de notre côté, puisque l'Europe n'utilise plus le pétrole russe, les États du Golfe reçoivent des demandes de pétrole.
pour les Émirats, Koweït et l'Arabie saoudite, de même pour le pétrole et le gaz naturel. Ce qui fait qu'au lieu de passer par les détroits d'Ormuz, vers l'est, ça passe par la mer et le canal de Suez vers l'ouest, ce qui fait que depuis 2 ans, on a vu en Europe, plutôt une partie de la Méditerranée à l'est qui a beaucoup changé. Et c'est une grosse différence par rapport à avant la guerre. Ça nécessite beaucoup de coordination. Les Grecs sont en train de faire beaucoup d'argent, mais il y a des défis. Il y a beaucoup de pétrole qui passe. En cas de pollution, ce sera un véritable problème, surtout s'il y a une pollution dans le canal. Le pétrole va passer jusqu'en Turquie. Ce qui fait que tous les pays de la zone, quels sont d'accord avec entre eux ou pas, ils sont obligés de coopérer. Mais puisque la mer Rouge est tellement occupée par les tankers GNL et pétrole, il y a beaucoup de navires qui sont en train de passer vers la partie est de la Méditerranée. Et il y a aussi des problèmes éventuellement de sabotage et surtout les rebelles Houthis qui se font craindre et surtout les rebelles qui ont même cherché à tirer des missiles sur l'Israël. Ceci a quand même pas mal embêté les pétroliers. Surtout dans le détroit d'Ormuz, parce que c'est un peu comme si on était en train de se tirer une balle dans la tête, parce que pour le détroit d'Ormuz, on a besoin de passer son pétrole pour le vendre. Mais c'est une menace crédible pour l'Iran d'un côté, parce que l'Europe n'achète pas le pétrole aux Iraniens. Donc c'est une menace pour les Saoudiens, entre autres. Donc, depuis quelque temps, il y a beaucoup de coopération entre les Grecs, les Israéliens, l'Égypte et d'autres, et le marine en même temps avec les marines de l'Arabie saoudite, entre autres. Et dans un sens, nous n'avons plus qu'une seule région dans ce sens-là. Et en même temps, on cherche une autre solution pour faire en sorte que la zone soit moins instable concernant le passage des pétroliers, entre autres, en construisant ce couloir. Voici la carte qui a été signée pendant le dernier sommet G20 en Inde, signée par l'Inde, les États-Unis, l'UE et l'Arabie saoudite, de manière à créer ce corridor permettant de transporter des marchandises ne devant pas passer par le Bandar Abbas ni obligés de passer par le canal de Suez et permettant d'amener les marchandises vers l'Europe. Donc, il y a bien entendu des moyens d'amener l'électricité, le gaz et le pétrole. Ce couloir ne va pas remplacer la Russie ni les initiatives chinoises, mais c'est une autre alternative. Et la guerre entre l'Israël et Gaza a renforcé l'idée que ce couloir fait vraiment beaucoup de sens parce que c'est une zone qui n'est pas très stable et dans la zone d'Ormuz, c'est toujours difficile et on voit bien pour les Européens qu'au moins dans ce cas particulier, on arrive à faire passer le gaz depuis l'est de la Méditerranée par ce canal-là plutôt par le canal précédent. Donc, pour le gaz naturel exporté vers l'Europe, nous avons vu que depuis que l'Israël a découvert beaucoup de gaz et le Chypre a également fait des découvertes, le Chypre aussi, on a essayé de faire en sorte de faire passer du gaz vers l'Europe d'une façon ou d'une autre. Et il y a beaucoup d'options disponibles. Que ce soit par oléoduc ou gazoduc, ce sera très difficile de le construire, même si on n'a pas le soutien politique. Avec un oléoduc ou gazoduc en direction de Turquie qui n'est plus à l'étude,
en raison de la guerre. Et puisque en Turquie, on est tout à fait contre l'Israël, donc je ne pense pas que l'oléoduc, dans ce sens-là, serait une possibilité. Mais pour le terminal de gaz naturel, ça sera peut-être davantage possible, ce qui fait que pour le Chypre, il est possible de faire quelque chose avec le gaz naturel et l'Égypte aussi, mais il semblerait que l'Europe est en train de pousser vers l'option GNL. Et ou alors l'Europe a laissé tomber avec les questions des oléoducs et des gazoducs. Ça fait 2 ans qu'on a beaucoup investi dans les terminaux de réception en Europe, mais maintenant il y a beaucoup de nouvelles installations qui sont en cours. Ce sont les petits points verts que vous pouvez voir au centre de l'Europe et à l'est de l'Europe, avec beaucoup plus de demandes de GNL en Europe, avec beaucoup de souplesse aussi. On peut construire le gazoduc que l'on veut, mais si on construit le terminal, ce sera beaucoup plus difficile. Et ça fait sens aussi pour les pays de la région parce que l'Europe est demandeur de gaz naturel tout de suite et bien entendu, avec cette solution, il y aura davantage de souplesse pour l'Égypte, pour Chypre, et il sera même possible d'envisager la Chine, l'Inde et le restant de l'Asie d'une manière ou d'une autre, avec ce qui concerne le gaz. Et puis, pour terminer, comment la guerre à Gaza a eu un effet sur ces tendances? Israël fait de son mieux pour faire en sorte que ces tendances n'ont pas beaucoup changé et Israël fait tout ce qu'il peut pour convaincre tout le monde que ces projets au long cours existent toujours avec des horizons de 3 ans, de 5 ans et que la guerre actuelle n'aura pas d'incidence. Et ce qui fait qu'il y a quelques jours, il y a une nouvelle publication en Israël où le BP a fait savoir qu'elle est intéressée par le marché, donc ça n'a rien à voir avec la guerre, mais l'annonce a été faite pendant la guerre par Israël pour montrer que toutes les possibilités sont toujours sur la table et que pendant la guerre, pour montrer que la Grèce et le Chypre sont toujours d'accord avec ces projets. La Turquie a décidé de se mettre de côté pour le moment, mais après la guerre, quelle que soit la situation après la guerre, que ce soit le Hamas qui gagne ou autre chose, beaucoup d'argent va être nécessaire pour la reconstruction de Gaza et la toute première chose à reconstruire, ça sera les infrastructures gaz, eau, électricité. Et il y avait beaucoup de projets qui avaient été approuvés déjà cette année. Ils vont être accélérés après la guerre. C'est assez paradoxal parce que normalement, la guerre arrête les développements. Mais dans ce cas particulier, c'est tout à fait le contraire parce que Hamas ne peut plus arrêter les projets. Donc, que ce soit les champs à Gaza ou alors le projet de construction d'un terminal gazier à Gaza, tout cela va subir une accélération après la guerre avec l'aide des bailleurs de fonds à l'ouest. Donc, je suis assez optimiste, mais je pense que ça sera notre avenir. Et merci de m'avoir donné l'occasion de faire cette présentation et j'espère que vous me pardonnerez de mon débit qui était assez rapide. Merci beaucoup, Eli, de cette présentation qui nous a beaucoup plu. Du côté de l'Europe, des fois, on ne comprend pas toujours et on reviendra vers vous dans un instant. Pour justement sa contribution vraiment précieuse qui permet vraiment d'avoir justement cette approche vue d'Israël et justement vue de l'autre rive de la Méditerranée, comme on pourrait dire. Et maintenant, justement, Michel, ce serait bien de voir du côté de l'Union européenne, on a vu qu'effectivement, les flux énergétiques changent structurellement, c'est-à-dire que
On n'est plus sur finalement des flux qui passent par le continent, mais on est vraiment sur la décontinentalisation des flux. Voilà, en fait, l'idée, ce serait de savoir un petit peu comment est-ce que c'est perçu au niveau de l'Union européenne, comment est-ce que la vision sur l'énergie, justement, change ou a changé entre les quelques dernières années et puis aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et merci Annabelle pour cette introduction. Je crois que ce qui a changé depuis le 24 février 2022, c'est qu'il y avait une vision très segmentée. Il y avait d'un côté des questions de défense, des questions militaires, de l'autre côté des questions d'énergie. Et franchement, du côté de l'énergie, il y avait beaucoup de naïveté de la part des Européens. Et les Européens, les Allemands les premiers, considéraient qu'on pouvait commercer de manière banale, naïve, avec la Russie, comme avec un partenaire commercial quelconque. Sauf que M. Poutine, il avait compris un élément fondamental, c'est que l'énergie, c'est de la géopolitique. C'est que l'énergie, ça donne de la puissance, ça donne du poids. Alors, il n'y a pas que lui. Je vous renvoie à un excellent livre qu'avait écrit un des grands économistes de l'énergie, j'emploie l'imparfait parce que malheureusement il est décédé, Jean-Marie Chevalier. Et Jean-Marie Chevalier avait écrit un livre, je vous renvoie à ce bouquin remarquable, Les grandes batailles de l'énergie. Et oui, l'énergie, c'est par définition extrêmement connecté aux questions de défense, de souveraineté, de puissance. Nous, Européens, on l'a un peu oublié. Et donc, on a dialogué avec la Russie et échangé commercialement, alors que Poutine, dès 2007-2008, avait déjà mis l'Europe sous pression en coupant le robinet de gaz et en coupant le transit par l'Ukraine. Donc, on avait déjà eu des alertes et on aurait pu prendre ces alertes au sérieux et construire ce qu'on appelle aujourd'hui une indépendance, une souveraineté énergétique. Ça n'a pas été le cas, et donc on est parti, y compris nous, parfois avec des intérêts français, dans le gazoduc Nord Stream, où il y avait des compagnies françaises impliquées. Et puis jusqu'au jour où on s'est rendu compte plutôt on a subi le fait que M. Poutine a mis en place des mesures de rétorsion et de réduction. Alors on l'a vu tout à l'heure, avec une répartition des flux et une logique des Russes qui est commercialement, qui passe par d'autres canaux, par d'autres traders. Aujourd'hui, les traders russes sont dans les Émirats et dans le Golfe, mais ils continuent à faire du business et ils continuent à gagner beaucoup d'argent. Donc les flux physiques ne circulent plus par les interconnexions, par les réseaux existants, mais par ailleurs, le business fonctionne. Et donc ça veut dire que la limite des sanctions qui ont été mises en place, c'est le fait qu'à un moment donné, tous les contournements ont été pensés et organisés. Pourquoi l'énergie, c'est important, c'est de la géopolitique? C'est parce qu'aussi on a construit, alors si on raisonne à la maille européenne, vous le savez comme moi sans doute, mais l'énergie, ça a été le premier élément de pacification entre les Français et les Allemands. La Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est quand même un grand traité qui a permis, 6 ans après la fin du deuxième conflit mondial, de rétablir une logique de coopération économique. Sur l'énergie nucléaire, avec des Allemands aussi, on a bâti en 57, le 25 mars 57, un traité qui s'appelle le traité CEA, Euratom. Et donc l'énergie, c'est un peu les deux faces de la même monnaie. C'est-à-dire d'un côté, ça peut être la guerre, le pouvoir, la puissance, mais ça peut être des éléments aussi de pacification. Et on le voit bien dans l'exemple que notre ami a pris tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en cas de conflit, une interconnexion, on la coupe et on n'alimente plus en électricité. Et en même temps, nous, avec les Allemands, depuis 1945, on a bâti plein d'interconnexions entre la France et l'Allemagne, symbole de l'amitié retrouvée et du couple franco-allemand. Donc, il faut avoir cette notion en tête et bien entendu ne pas être naïf. J'ai employé tout à l'heure, et Nathalie Loiseau ce matin a employé le mot naïveté. Quand on dialogue sur des sujets énergétiques, on n'est pas sur des sujets qui sont des sujets, c'est pas des pommes de terre, c'est pas un commerce quelconque. Alors, le commerce de pommes de terre est important, mais on est sur des enjeux qui sont vitaux. Vous n'avez plus d'électricité, vous n'avez plus de stations de traitement des eaux, vous êtes dans un schéma où vous vous retrouvez en 2 ou 3 jours dans des crises économiques et politiques majeures. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, en 2023, rappeler, c'est que sur ces éléments qui amènent à des échanges, il faut qu'on ait une vision très consolidée de qui fait quoi. Et au niveau européen, ça veut dire qu'il faut, bien entendu, entre États membres, se dire que c'est très important de continuer à échanger, à ne pas rester dans une vision trop nationale des échanges d'énergie. On a besoin, à un moment ou à un autre, de l'électricité produite par son voisin et lui-même a besoin, à un moment donné, les réseaux sont interconnectés. Les électrons qui arrivent ici à Toulon cet après-midi, qui nous permettent de nous éclairer, peut-être qu'ils viennent de l'espace européen, mais ils viennent aussi peut-être, vous ne le savez peut-être pas, du Maghreb.
le réseau maghrébin est interconnecté par 2 liaisons 400 000 volts sous le ténoir de Gibraltar. Puis je vais peut-être vous étonner aussi, les électrons qui arrivent à la vitesse de la lumière à Toulon, ils viennent peut-être de Turquie, parce qu'il y a 10 ans, le réseau turc a été connecté au bloc européen. Et donc, tout ça, ça amène à voir le mot qu'employait Annabelle tout à l'heure, un fonctionnement en système. Quand on a rétabli le courant en Ukraine très rapidement, en mars-avril de l'année dernière, parce qu'il a fallu que les Ukrainiens soient réalimentés, ça a été une décision technique, économique, mais avant tout politique. Donc vous voyez, c'est tout ça qu'il faut voir dans un effet global de système. Et donc simplement, on revient à la question d'Annabelle. Oui, il y a une géopolitique de la puissance à travers l'énergie, mais il faut en faire un élément, si on n'est pas complètement pessimiste et que dans du défensif, un élément de langage diplomatique. On aura l'occasion, je crois, on est à Toulon pour parler de Méditerranée. Il y a tout un chantier à réinstaurer de dialogue autour de la Méditerranée en matière d'énergie, en matière de co-développement, en matière de projets communs. Et franchement, on est un peu encalaminé là, ces dernières années par rapport aux rêves de la fin des années 2000-2010 où il y avait l'Union pour la Méditerranée et d'autres grands projets qui partaient de l'énergie pour établir des ponts entre les deux rives. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire de ce côté-là dans les 5-10 ans qui viennent si on veut éviter de se retrouver dans un schéma encore plus figé entre les deux rives. Merci beaucoup, Michel. Alors justement, c'est vrai que sur cette notion de système, donc comme tu le mentionnais, voilà, il y a tout cet aspect géopolitique, de coopération, etc. Et l'énergie, c'est un flux, par définition, et surtout quand il s'agit d'électricité, un flux tendu. Et c'est pour ça donc, que je reviens vers toi, Anne-Lise, par rapport à l'ACRE et justement donc, ce rôle des régulateurs de l'énergie, qui souvent est un rôle qui est un peu oublié ou un petit peu dans l'ombre, on va dire, et qui pourtant est absolument crucial. Est-ce que ce serait possible, peut-être, voilà, je sais que la CRE a des liens, justement, est en lien avec différents pays en dehors aussi de l'Union européenne. Et justement, c'est vrai qu'avec toutes ces situations géopolitiques, fatalement, les systèmes énergétiques nationaux de ces pays-là sont également impactés. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a peut-être de la part de la CRE justement des liens qui existent, des coopérations ou au moins simplement des dialogues? Eh bien, écoute, oui, je te remercie. Bonjour à tous. Donc, effectivement, au niveau de la Commission de régulation de l'énergie, donc on est à la fois, on va dire, le gendarme du secteur de l'énergie, mais aussi des experts du secteur. Donc notre mission, c'est vraiment de veiller au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz au bénéfice des consommateurs. Donc évidemment, nous, on a un ADN plutôt européen à la base, puisqu'on a été créé par le cadre juridique européen, bien sûr, mais évidemment, on travaille vraiment beaucoup avec aussi tous les régulateurs de la zone Méditerranée. Et en particulier, on est très actif dans une association qui s'appelle l'association MEDREG, qui regroupe tous les régulateurs du bassin méditerranéen. Donc vraiment tous les régulateurs, là où il y a encore 2 pays dans le bassin où il n'y a pas encore de régulateurs, c'est la Tunisie et c'est le Liban. Mais avec les autorités libanaises, on travaille pour les aider aussi à créer ce régulateur. Donc l'idée de cette association, qui est d'ailleurs soutenue financièrement par l'Union européenne, c'est d'avoir à terme un marché euro-méditerranéen de l'énergie. Donc cette association a été créée en 2007. Déjà à l'époque, on voyait tout l'intérêt, mais je dirais encore plus aujourd'hui. On voit vraiment l'intérêt, surtout comme le montrait bien Elay, au niveau de la Méditerranée orientale, il y a vraiment des ressources importantes. Et donc dans la diversification pour le gaz, c'est vraiment très très important ce dialogue qu'on a au sein de MEDREG. Donc on parle de pas mal de choses que tu as déjà un petit peu évoquées, Michel. On parle beaucoup d'interconnexions au sein de MEDREG, des interconnexions électriques, parce qu'on se rend compte qu'en fait les interconnexions, finalement elles sont présentes pratiquement partout, mais elles ne sont pas forcément toujours utilisées, parfois même pour des raisons politiques ou pour des différends. On parle aussi beaucoup, et c'est normal, d'intégration des énergies renouvelables, parce que tout le monde fait face au défi de la transition énergétique. Et donc, il faut qu'on comprenne comment on peut faire. Certains pays sont en avance sur les autres dans le bassin. Donc il faut en tirer parti. On parle aussi, bien sûr, de gouvernance, parce que c'est très, très important, évidemment, pour le système.
Donc ça, c'est le cadre, on va dire, multilatéral, MED-REG, le discours, le dialogue commun. Je mentionne d'ailleurs aussi qu'on inclut dans ce discours méditerranéen le Portugal, même s'il n'a pas de façade voilà, méditerranéenne, et également la Jordanie. Mais nous, à la Commission de régulation de l'énergie, on a aussi beaucoup de coopération voilà, avec d'autres États du bassin. Le Maroc, on a une coopération passée, également l'Albanie en cours, et puis le Liban à venir. Merci beaucoup, Anne-Lise. Et c'est vrai que cette fois-ci, donc je me tourne vers vous, Eric, pour avoir un peu le point de vue en fait d'une multinationale, parce que là, en l'occurrence, c'est vrai que pour une entreprise qui a des activités énergétiques dans une zone, on a vu donc notamment la Méditerranée orientale ou même le bassin avec le Golfe, qui en fait d'une part voit énormément de trafic. On a vu beaucoup de trafic maintenant de bateaux qui se sont quand même largement intensifiés. Plus c'est vrai certaines incertitudes géopolitiques qui sont réelles. Comment est-ce que vous voyez ça justement du point de vue en fait de l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte beaucoup? Comment est-ce que vous gérez en fait ces situations? Merci beaucoup, Annabelle. Alors déjà, je vais cadrer un peu mon propos. Donc effectivement, je parle au titre de Total Energy, mais au titre de la sûreté de Total Energy. Voilà, donc je resterai dans ce cadre assez strict de la sûreté sans me prononcer sur les aspects à la fois commerciaux et business. Alors oui, effectivement, comme le disait Elag et mes prédécesseurs, on a vu de l'intérieur de Total Energy, on a effectivement été directement impacté par les événements, la guerre en Ukraine et plus récemment la guerre de Gaza. Et effectivement, comme le disait Elag sur ces cartes, hein, on a clairement vécu de l'intérieur une bascule géographique dans les flux énergétiques que nous, à la direction de la sûreté, on a dû accompagner, hein, évidemment. Ça, c'est un premier point. Je reviendrai un peu plus en détail dessus après. Et puis oui, effectivement, ça s'est fait, je dirais, tout ça au profit d'un essor dans le développement des flux de gaz naturel liquéfié, donc de GNL, hein. Ça c'est évident. Et alors le GNL étant vu chez Total Energy comme une énergie de transition vers les renouvelables. Voilà. Donc en fait l'idée c'est pour nous de l'intérieur, c'est effectivement de mener un peu les trois de front, c'est-à-dire maintenir l'activité historique de la compagnie dans les hydrocarbures, monter en puissance sur le GNL comme énergie de transition vers les renouvelables, et dans le même temps commencer à travailler et à pousser sur des projets dans les renouvelables, essentiellement fermes solaires, éolien offshore, etc. Voilà, donc tout ça étant mené de front, et évidemment ça a provoqué une accélération dans nos activités en général. Je profite de cette tribune aussi pour faire un peu de pédagogie autour de ce qu'est la sûreté dans une multinationale, et surtout dans le contexte actuel des crises Ukraine et Gaza. Alors, nous, notre périmètre d'application chez Total Energy, c'est sur l'ensemble des activités de la compagnie, donc dans les 130 pays où la compagnie opère, et au profit des plus de 100 000 employés de la compagnie. Et dans l'ensemble des secteurs d'activité qui sont... alors vous savez, hein, Total Energy, c'est une compagnie intégrée, donc on est présent dans tout le spectre des activités de l'énergie, hein, de l'aval vers l'amont. Voilà. Et notre défi pour nous, hein, et particulièrement dans le contexte actuel, c'est d'accompagner le business et d'accompagner surtout les nouveaux business de la compagnie, y compris dans des endroits extrêmement complexes, vous savez bien, hein, notamment Mozambique, l'Irak, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nigeria, et de plus en plus l'Amérique latine, j'en parlerai un petit peu après, lié au nouveau projet, où là on est confronté à de nouveaux types de menaces auxquelles on n'était pas forcément préparé auparavant. Et ça, je me fais un peu le porte-voix de mon directeur, hein, le général Favier, qui lui constate concrètement, en fait, depuis qu'il est arrivé chez Total Energy, ça va dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est de plus en plus, dans le contexte actuel, la sûreté pèse réellement
dans les décisions opérationnelles de la compagnie. Alors, autant jusqu'à présent, c'est ce que tu disais, hein, autant je pense que le secteur énergétique vivait dans une espèce de bulle, hein, voilà, un peu se sentant un petit peu protégé, et finalement a été rattrapé par la réalité du monde. Et effectivement, nous on contribue à les accompagner dans ce domaine-là. Alors pour répondre plus précisément, évidemment la compagnie a été directement impactée par les deux conflits, hein, une fois encore parce qu'on est présent quasiment partout et dans l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc là, alors si je prends le cas précis de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, le temps 1 de la manœuvre pour nous, ça a été évidemment d'accompagner, c'est une surprise pour personne, hein, d'accompagner notre désengagement de Russie, qui était quand même un partenaire essentiel pour Total Energy. Et en même temps qu'on accompagnait ce désengagement de Russie, c'est d'accompagner le repositionnement sur d'autres marchés, comme ça a été évoqué précédemment, hein, marché du gaz, mais d'autres marchés. Et ça a été un gros défi. Et dans le cas particulier, avec un défi essentiel pour nous, hein, c'est effectivement d'assurer la sécurisation des flux d'approvisionnement énergétique vers l'Europe. Donc la réorganisation des flux et sécurisation de ces flux. Avec 2 points d'attention pour nous, c'est effectivement les flux de GNL, et au bout de ces flux de GNL, il y a la protection, il y a la mise en place de ce qu'on appelle des FSRU, donc des Floating Storage and Regasification Units. Ouais, alors en fait, ce qu'on appelle un FSRU, en fait, alors, une fois encore, moi je suis pas un expert, hein, mais ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, le gaz, il est au départ sous format gazeux. Après, il est liquéfié dans des usines de liquéfaction qui sont souvent sur la côte. Voilà, là il y a un méthanier qui vient, il prend le gaz en format liquide. Voilà, il est transporté par voie maritime. Il arrive dans une unité de regazéification, ce qu'on appelle un FSRU. Voilà. Et puis après, une fois qu'il est regazéifié, il peut être injecté dans les flux. C'est ça, hein? Oui, okay. Sachant que peut-être la particularité des FSRU, c'est qu'en fait, ce sont des bateaux, finalement, donc des flottants. Exactement. Voilà, exactement. Donc c'est un peu la particularité. Voilà. Et donc là, justement, et c'est là où on a pu tester toute la réactivité de la compagnie, hein. Donc en fait, arrêt des fournitures de gaz depuis la Russie, voilà, et puis quasiment instantanément, on a pu mettre en place des FSRU, donc des unités de regazéification. La première, chronologiquement, en Allemagne, à Lubmin, d'ailleurs exactement à l'endroit où arrivait le pipeline Nord Stream. Hein. Voilà. Et puis la deuxième qui vient d'être mise en place là, il y a quelques jours de ça. Enfin non, c'était récemment. Enfin, le premier méthanier est arrivé là il y a quelques jours, pour alimenter le marché français au Havre. Donc ça c'est un premier point d'attention. Et on se doute bien, si vous voulez, en termes d'analyse de la menace, que vu de la Russie, c'est un levier, c'est potentiellement un levier stratégique pour justement entraver ou perturber les flux d'approvisionnement de l'Europe. Et dans le même état d'esprit, si vous voulez, dans le même ordre d'idée, la sécurisation des plateformes qui sont en mer du Nord, qui sont clairement un point d'attention pour nous, en général, dans le cas du conflit en Ukraine. L'impact de la guerre Gaza, il est pas moindre, mais pas dans la même mesure. Bon, une fois encore, vous savez, hein, Total Energy est présent au Moyen-Orient, historiquement présente au Moyen-Orient. Je précise d'ailleurs qu'en mars 2024, on fêtera les 100 ans de la compagnie, qui est née en mars 1924 en Irak. Le puits de Baba Gourgour. C'était à l'époque la Compagnie française des pétroles, donc vous en entendrez certainement parler à partir de mars 2024. Et là, dans le cadre de la guerre Israël-Gaza, la priorité pour nous, c'était évidemment d'assurer la protection de nos collaborateurs et de créer surtout les conditions pour une poursuite d'activité. C'est toujours notre priorité à nous, la sûreté. Hein. C'est protéger les activités, protéger les collaborateurs dans un premier temps, mais surtout assurer en permanence une poursuite d'activité pour la compagnie, parce qu'il est hors de question que l'activité s'arrête, y compris en contexte dégradé. Et donc là, aujourd'hui, dans le cadre de la guerre en Gaza, nos 2 points d'attention, sans surprise, hein, c'est évidemment le Liban et puis l'Irak, dans le cadre de notre projet de Gas Growth Integrated Project, qui est un gros projet multi-énergie dont on va être opérateur dans quelques jours là, dans la province de Bassora en Irak. Donc en conclusion, on a été réellement impacté, mais la compagnie s'est très rapidement réorganisée, avec comme priorité effectivement d'assurer une continuité des flux d'approvisionnement, en particulier en Europe.
Merci beaucoup, Eric. Alors, du coup, c'est vrai que Michel, en plus, je regarde comme je sais que tu partiras bientôt. Alors, c'est vrai que ça répond d'ailleurs partiellement à ce que je vois la première question, notamment, qui est un petit peu de savoir, en fait, du point de vue de l'Union européenne, comme, bon, on a compris qu'effectivement, dans ce cadre, en fait, le mot d'ordre, on va dire, c'est la diversification des approvisionnements énergétiques. Donc, on essaye pour ça donc, de monter beaucoup de partenariats avec un maximum de pays possibles, de sorte en fait d'éviter d'avoir des dépendances qui soient trop pénibles, enfin justement dont l'affranchissement, on va dire, serait très complexe, comme ce qu'on a vécu aujourd'hui récemment avec la Russie. Donc l'idée, ce serait de savoir un petit peu, Michel, comment est-ce que toi, ou du moins comment est-ce que si l'Union européenne pourrait envisager en fait des partenariats énergétiques avec avec l'ensemble des partenaires, et donc là, on pourrait se concentrer un petit peu sur la région méditerranéenne, en fait. Oui, on peut aussi, enfin, peut-être avant de parler de la Méditerranée, parler un peu en général. Et en général, l'Europe, elle n'est pas une et identique dans sa dépendance, puisqu'on voit que par rapport notamment au gaz, il y avait quand même des États, et il y a toujours des États à l'est de l'Europe, de l'Union européenne, qui sont dépendants à 90, 95, voire 100% par rapport au gaz russe. Alors que la France, le mot-clé, c'est le mot diversification. Et du point de vue de la fourniture gaz, la France, elle avait anticipé un petit peu à travers, je parle sous ton couvert, mais avec une politique assez diversifiée qui fait que l'impact de la décision russe de couper les livraisons a été moins important. Donc ça veut dire le maître mot pour l'Union européenne, c'est diversifier les sources. Le deuxième maître mot, c'est ce qu'on appelle l'autonomie stratégique, donc une vision souveraine, mais pas souveraine au sens national, souveraine au niveau européen, qui est utile d'autant plus qu'on achète aujourd'hui des énergies du passé, c'est-à-dire des énergies fossiles, pour 300 milliards d'euros par an. Donc ça veut dire que, pour la faire simple, tous les jours, les Européens, nous, on dépense 1 milliard d'euros pour acheter du pétrole, du gaz et du charbon qui, quand même, à terme, sont des énergies qui devront disparaître si on veut éviter le réchauffement climatique de manière accélérée. Donc comment on développe une logique plus endogène avec, à l'échelle européenne, bien sûr des renouvelables, plus de photovoltaïque, plus d'éolien, mais aussi le recours au nucléaire, et le recours au nucléaire sans tabou. Ça veut dire que le problème n'est pas le sujet franco-allemand pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les renouvelables. C'est si on veut sortir des énergies fossiles, défossiliser la production d'énergie, jouer à la fois sur les deux volets, nucléaire et renouvelable. Ça suppose sans doute beaucoup de dialogue franco-allemand, en tout cas plus de dialogue franco-allemand qui est né jusqu'ici. Comment on aborde la question de la Méditerranée? Sans doute, ça c'est vraiment un point très important, en dialoguant, en écoutant et en regardant les ambitions de la rive sud. Le bilan des 15-20 dernières années, il y a eu des projets de dialogue énergétique, mais ils étaient pensés dans le nord et puis transposés dans le sud. Et donc on a des noms en tête, Desertec, Medgrid, d'autres projets, qui étaient des projets où il y avait des interconnexions pensées, mais dans la logique où il y a du soleil dans le sud, on va prendre de l'énergie solaire dans le sud pour desservir Aix-la-Chapelle. Et ça ne marche pas. Parce que comment ne pas susciter dans les pays du sud, au Maghreb pour être clair, le sentiment qu'on est dans un projet post-colonial. Donc ça ne fonctionnera pas comme ça. Parce qu'on a des démocraties, parce qu'on a des pays qui ont de la jeunesse et qui ont envie de voir cette énergie-là utilisée pour servir l'économie. Et donc ça veut dire que si on repart sur des logiques utiles d'interconnexion, il faut qu'on ait d'abord un dialogue, un peu de diplomatie, mais des échanges. Il y a une assemblée parlementaire euro-méditerranéenne, il faut qu'elle joue son rôle. Je ne sais pas si elle existe encore ou si elle peut servir, mais en tout cas, il faut qu'on trouve les moyens d'installer d'abord un débat de nature politique. Et puis après, les pays du sud de la Méditerranée, ils ne sont pas un et uniques. Ils ont aussi une vision du développement en lien avec la rive nord, parfois très dissymétrique. Pour le Maroc, qui a construit encore une fois une logique d'échange, on a par exemple des difficultés en Algérie à faire passer le message sur plus d'interconnexion. La Tunisie a construit une liaison avec l'Italie. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, de ma fenêtre, qu'il y ait un dialogue maghrébin qui s'installe. Ça veut dire que la dimension critique, c'est la dimension du dialogue. D'abord entre les trois pays du Maghreb et après le sujet européen dans la foulée. Je termine avec un rêve, parce que moi j'étais aux responsabilités à l'époque. On avait à l'époque rêvé à une boucle électrique 400 000 volts autour de la Méditerranée.
ce sujet-là, il faut qu'on arrive à trouver aussi des projets qui fassent rêver les mirettes, qui soient un peu des projets qui vont... Sinon, on va se retrouver uniquement dans des logiques B2B, ou des logiques capitalistiques, ou des logiques techniques, alors que le sujet, il est éminemment politique. Donc, comment on arrive à réinstaller un peu de politique là-dedans, une part de rêve en même temps, et puis beaucoup de transparence sur l'utilité de tel ou tel projet, son coût économique. Je parle sous couvert d'analyse, mais on ne peut pas envisager le financement d'interconnexion si elles ne sont pas rentables à terme, ou par des investissements publics ou par des investissements privés. Donc tout ça, ça suppose aussi une cohérence dans les projets qui vont être soutenus par l'Europe, et on ne pourra pas, l'Union européenne, financer tout et n'importe quoi en la matière. Merci beaucoup, Michel. Alors justement, peut-être pour vous, comme ça fait une très belle transition, en l'occurrence vers, vers Anne-Lise. Effectivement, Anne-Lise, peut-être un mot justement par rapport à ça, par rapport justement à la fois du point de vue de la Creux, justement, quels sont un peu les enjeux dans les coopérations et qu'est-ce qui ressort. Je pensais, c'est vrai qu'on avait parlé de cet exemple par rapport au Liban, qui est donc d'autant plus intéressant que, Eric, vous mentionnez que c'était une région qui était particulièrement, on va dire, sous surveillance, ou en tout cas vraiment très observée. Quelle est un petit peu la situation si on prend le Liban justement comme cas d'étude? Oui, alors là, l'intérêt de parler un petit peu du Liban, c'est que derrière les intérêts géopolitiques qui sont là, il est évident, il y a aussi la situation pour les personnes. Quelle est la situation concrètement au Liban aujourd'hui? Donc, en matière d'électricité, aujourd'hui, donc Électricité du Liban, qui est l'opérateur libanais, il produit entre 2 heures et 4 heures d'électricité par jour. Donc ça veut dire que pour le reste de la journée, vous allez avoir énormément de coupures. Donc ça évidemment pour les activités domestiques, mais évidemment pour toutes les autres activités, les services publics. Tu as mentionné tout à l'heure l'eau, c'est un énorme problème sanitaire, etc. Donc le système, donc on va dire public, n'est pas suffisamment dimensionné pour faire face à la demande. Et donc se sont mis en place, on va dire, des mécanismes privés avec par des générateurs privés. Donc des gros groupes électrogènes qui sont détenus par des personnes au Liban qui font commerce de cette revente d'électricité pour limiter les coupures. Donc en gros, les Libanais vont avoir une facture qui va être la facture qu'on paye à EDL, Électricité du Liban, mais en parallèle, il va falloir payer une deuxième facture qui peut être aux alentours de $90 par mois. Donc, pour une famille. Donc c'est absolument énorme compte tenu de la situation qu'on connaît là-bas. Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de régulateur au Liban, régulateur de l'énergie. Il est prévu dans la loi de le créer depuis un certain temps, mais là on sent qu'il y a vraiment une volonté des autorités d'aller un petit peu plus loin, et c'est vrai que nous, dans notre association Medreg, on pousse pour que ce régulateur puisse être créé. Pourquoi ? Parce que si le régulateur était créé, alors loin de moi l'idée de dire que ça va résoudre les problèmes, mais en revanche, le régulateur est censé être un tiers indépendant qui va pouvoir aider à développer peut-être une production indépendante, en plus de la production d'EDL, pour avoir des nouveaux acteurs qui rentrent dans la production et pour que finalement, il y ait plus d'électricité pour les populations. Après, il est clair que les populations, elles ne restent pas les bras croisés. Avec évidemment on va dire la possibilité maintenant de s'équiper en panneaux photovoltaïques. C'est vrai que beaucoup, y compris au Liban, ça pullule vraiment, mais on peut le constater aussi dans d'autres. Enfin, là, j'ai pris le cas libanais qui est vraiment assez extrême, mais ce développement des énergies et du solaire décentralisé, on le constate vraiment beaucoup en Méditerranée. Donc quelque part c'est positif, surtout quand l'opérateur, on va dire, est défaillant. L'autre versant, pour vous parler peut-être un petit peu aussi du point de vue économique, c'est que du coup, qui entretient le réseau? Celui sur lequel on est connecté. Parce que si les gens sortent du réseau de distribution, s'il n'y a plus que quelques-uns qui payent encore, qui ont encore le contrat chez l'opérateur historique, quid des coûts? Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc c'est un sujet en Méditerranée, mais ailleurs. En Amérique latine, il y a d'ailleurs un chercheur
brésilien qui avait sorti un article sur ce qu'il appelle la death spiral, death distribution spiral, donc vraiment la spirale de la mort de la distribution. D'autant plus que souvent pour ces compagnies électriques, ces compagnies énergétiques, ça se rajoute à d'autres problèmes financiers. Il y a un problème déjà assez fréquent dans pas mal de pays, c'est que souvent, ce qui est facturé au consommateur, ce que va payer le consommateur, c'est pas le coût réel de l'énergie, parce qu'on sait bien que les gens ne peuvent pas se le permettre. Donc du coup, généralement, les sociétés d'électricité, elles sont largement déficitaires. Ensuite, il y a des problèmes de recouvrement. Et puis, il y a aussi voilà, ce qu'on appelle, nous, sous un terme public, les pertes non techniques. C'est les vols d'électricité et les raccordements sauvages, on va dire. Donc voilà, un peu pour le panorama des acteurs, les consommateurs, mais aussi les sociétés, il ne faut pas les oublier. Merci beaucoup. Effectivement, c'est vraiment important. Et justement, ça permet aussi de rebondir sur l'importance donc de cette transition énergétique et donc du développement des énergies renouvelables, notamment. Donc on parlait du solaire, il y a également de l'éolien. Et c'est vrai que ces énergies-là, au-delà de l'atout déjà de décarbonation, elles permettent également finalement à des populations et donc à des pays qui ont des ressources qui sont favorables justement à une production électrique, donc solaire ou éolien, de pouvoir se développer, de pouvoir justement développer un nouveau modèle, un nouveau système énergétique qui pourrait finalement plutôt bien leur scier. Alors justement, Eric, je me retourne vers vous parce que c'est un nouveau système, c'est un autre système, en l'occurrence qui est décentralisé, qui ne répond pas du tout aux mêmes logiques que celle du gaz ou du pétrole ou autre. Et donc l'idée, c'est de savoir justement comment est-ce que cette question de sûreté revient et s'adapte finalement à ce système des énergies renouvelables. Merci. Merci Annabelle. Alors déjà, pour bien préciser un peu le cadre, là aussi je fais un peu de pédagogie, toujours un peu ficher le cadre de nos opérations. Chez Total Energy, je crois que c'est évidemment le cas pour toutes les autres majors et super majors. Nous, on intervient tout le temps et systématiquement à la demande des gouvernements et uniquement à la demande des gouvernements. Donc on répond à des appels d'offres des gouvernements. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas nous qui stimulons la transition énergétique dans les États, ça reste du régalien, évidemment. Et donc ils émettent des appels d'offres et on répond à ces appels d'offres. Notre CEO a l'habitude de dire que ses clients à lui sont les chefs d'État, donc il traite avec les chefs d'État dans le cadre justement de ces appels d'offres. Et donc partant de ce postulat-là, si vous voulez, la sûreté d'une manière générale, la sûreté des installations de nos activités, de nos sites et partant de nos collaborateurs dans le monde, et se fait toujours, et ça c'est un aspect important qu'il faut bien intégrer dans le respect des lois et des règlements des pays d'implantation. Voilà, donc on ne prend aucune liberté par rapport à ça. Les règlements s'imposent à nous. Et donc, dans la mise en place de nos dispositifs de sûreté, quelles que soient les activités, ça s'est fait en lien avec les autorités nationales et régionales. Ensuite, un deuxième point qui est important aussi à bien avoir à l'esprit, lorsqu'on parle, comme là le sujet, c'est un peu les coopérations. Il faut voir qu'une compagnie comme Total Energy opère et intervient rarement seule dans un pays. Je dirais que globalement, quel que soit le projet, on est associé à d'autres entreprises du secteur énergétique, avec lesquelles d'ailleurs, c'est assez surprenant à vivre de l'intérieur. On est tour à tour partenaires et concurrents. Alors on parlait du Liban juste avant. Si on prend le cas du Liban, notamment sur l'exploration du bloc 9 qui a fait couler pas mal d'encre, nous étions associés notamment aux Italiens d'ENI, aux Qatariens de Qatar Energy et évidemment avec la Lebanon Petroleum Agency pour la conduite de cette opération. Donc je dirais que lorsqu'on parle de coopération en matière énergétique, je dirais les coopérations elles sont courantes dans une multinationale comme
comme Total Energy. Alors pour ce qui est de la sécurisation des énergies renouvelables, je dirais que le modèle aujourd'hui de sécurisation, je dirais même le modèle, il n'est pas encore consolidé, on s'en rend compte. On s'en rend compte. Le modèle économique lui-même, il n'est pas consolidé. Une fois encore, c'est pas moi l'expert, mais ce que je constate, c'est que le modèle lui-même n'est pas consolidé. Enfin, on le voit dans la vie courante, au travers des bornes de rechargement de nos voitures électriques. Est-ce qu'il y en a partout? Non. Enfin voilà, est-ce qu'on peut encore déjà traverser la France? Je ne sais pas. Enfin voilà, donc le modèle, il est économique et pas encore consolidé. Et donc je dirais, partant, par voie de conséquence, le modèle de sûreté de ces activités-là, il n'est pas consolidé non plus. Et nous, on veille à accompagner. Et comme je vous le disais, dans le cas des énergies renouvelables, nous, à la sûreté, on est confrontés à de nouveaux types de menaces qui sont complètement... pour lesquels il n'y a absolument aucun historique chez Total Energy. Jusqu'à présent, il était assez évident, et je veux dire, dans nos bases de données, on avait les champs de pétrole, et les champs de gaz et autres, et je veux dire, les modèles de sécurisation étaient bien établis. Lorsqu'on parle de développement d'énergie renouvelable, de fermes solaires, de nature-based solutions, c'est-à-dire en gros reforester des forêts pour gagner des crédits carbone et équilibrer le bilan carbone de la compagnie, ben là on va investir des nouvelles zones, on va investir des nouveaux champs qui sont inconnus, pour lesquels on n'a aucune base de données et qui vont nous confronter à de nouveaux types de menaces. Je pensais, je l'ai dit, évoqué tout à l'heure, avec le cas pour nous le plus emblématique, c'est tous nos projets dans les renouvelables en Amérique latine. Bon voilà, enfin c'est quelque chose assez facile à comprendre. Lorsque vous arrivez dans une zone qui a été déforestée, elle a été déforestée pour des raisons économiques, par des entreprises ou par certains groupes qui sont le plus souvent des groupes mafieux. Et puis nous, on arrive et puis on dit, bah non, finalement, cette zone-là que vous avez déforestée pour des raisons qui vous sont propres, bah nous, on va la reforester. Voilà. Bon, ben là, vous vous confrontez à des enjeux qui sont assez nouveaux. Voilà. Donc nous, on découvre un petit peu en marchant, mais on marche, ça va à marche forcée, parce que si vous regardez les courbes de développement des énergies renouvelables chez Total Energy, c'est des courbes qui sont exponentielles. Donc ça va vite et très très fort. Voilà. Oui, ça a l'air de marcher, c'est bon, merci. Michel, peut-être, comme je sais que tu vas pas tarder, que l'heure tourne, est-ce que peut-être il y a un petit mot? J'ai vu que tu regardais les questions, qu'il y en avait peut-être une qui t'inspire en particulier. Pour vous féliciter, parce que les questions sont excellentes, ce qui me frustre d'autant plus de devoir vous quitter rapidement. Et je prendrai volontiers la question de Anonyme. Pomme de terre a posé une bonne question, mais Anonyme, elle est pas mal, quoi. Non, je prendrai la question numéro 1, parce que c'est un sujet un peu rémanent que ce sujet de l'ingérence. Alors, il y a un rapport qui a été publié qui évoque effectivement la soi-disant influence de la fondation Heinrich Böll, qui est la fondation qui est proche du Parti des Verts allemands sur la politique énergétique française. Oh là là, faut pas du tout dramatiser ça. Enfin, je veux dire, moi je connais bien les gens de toutes les grandes fondations politiques allemandes, quelle que soit leur sensibilité. Ils font des colloques, ils organisent des échanges. Nous y participons, nous, en tant que think tank français, et je pense que les difficultés, y compris techniques, du secteur nucléaire français, ce n'est pas des commandos allemands qui sont arrivés dans nos centrales. Donc, de grâce, il y a eu beaucoup d'exagération dans la façon dont ce sujet a été diffusé, avec quand même parfois un peu de germanophobie, et ça, je pense qu'il faut peut-être être prudent par rapport à ça. Deuxième réponse, c'est que on parle de l'ingérence, mais les Allemands ont un budget pour les think tanks, pour les fondations. Ce budget s'élève, c'est dans le rapport qui a allumé cette polémique, à 640 millions d'euros par an, voté de manière transparente par le Bundestag, contrôlé par la Cour des comptes allemande. Et donc ça permet à ces grandes fondations allemandes d'avoir des bureaux, des implantations un peu partout dans le monde, en Europe, mais aussi ailleurs, sur d'autres continents. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais le soft power. Et donc les Allemands financent le soft power, leur influence, qui fait qu'à un moment donné, nous Français, on dit bah oui, les Allemands sont influents à Bruxelles. Bah, ils sont influents parce qu'ils ont des structures au grand jour financées qui leur permettent de l'être. Est-ce que vous savez quel est le rapport entre le financement public allemand et le financement public français des think tanks? Un rapport de 1 à 40. Au mieux, on additionne toutes les dotations qui sont faites sur les grandes fondations françaises, on arrive à un rapport 40 fois plus faible. Et donc le vrai sujet de la question que vous évoquez, c'est à quand la France se dote pour ses laboratoires d'idées, pour ses structures d'influence,
de quelque chose qui est à peu près à la même hauteur. On n'arrivera pas peut-être immédiatement à multiplier les budgets à hauteur de 640 millions d'euros, mais ce sujet est un sujet structurel et structurant qui ne renvoie pas du tout au gouvernement actuel. Un rapport a été fait en 2016 par un ambassadeur qui s'appelle Yves Saint-Jour, qui est remarquable. Le Premier ministre de l'époque lui avait demandé de faire un rapport là-dessus. Et c'est une donnée qui ne fait que s'aggraver au fil du temps et qui ne peut que rendre, bien entendu, notre discours, notre présence énergétique, ce que les acteurs d'entreprise tels que vous-même au niveau de Total, c'est compliqué parce qu'on a besoin d'être accompagné diplomatiquement dans l'influence par des structures dignes de ce nom. Malheureusement, en France, ça n'est pas dans notre culture politique, ça n'est pas dans nos gènes. Vous voyez, plutôt que de jeter l'opprobre à nos amis allemands, regardons ce que nous pourrions faire. Et pour tout vous dire, là où cette table ronde est géniale, c'est qu'un papier doit sortir sur le monde.fr là-dessus, signé par 33 personnalités dans votre serviteur cet après-midi. Donc voilà, vous retrouverez tout ça sur le monde.fr. On a appelé cette tribune « Grandeur et misère de l'influence française ». Donc voilà, on est en plein dans le sujet que Anonyme a posé. Merci encore de votre écoute et puis je suis vraiment désolé de devoir vous quitter. À bientôt. Un grand merci, Michel. Bientôt. Alors peut-être si on reste également vers les territoires méditerranéens, mais français, ou du moins sur la rive européenne à Nice, c'est vrai que serait-il possible de donner un petit mot également, que je trouvais une anecdote assez intéressante cette fois-ci. Alors on passe un petit peu, vous m'excuserez, hein, c'est pas une transition très douce, en passant de l'Allemagne à des milieux insulaires, c'est un peu faire le grand écart, vous m'excuserez. Mais c'est vrai que c'est pour retourner justement un petit peu plus vers le sud. Ce sont quand même des questions qui sont aussi extrêmement importantes, parce que là encore, c'est vrai que du point de vue de la Creux et donc des infrastructures, etc., la question des îles, et Dieu sait qu'on en a un certain nombre quand même en Méditerranée, c'est aussi une question absolument primordiale de savoir comment est-ce que l'énergie arrive justement dans ces milieux insulaires. Écoute, merci Annabelle. Donc, c'est vrai que nous, en France, on a donc, des territoires d'outre-mer. Et donc, du coup, c'est vrai qu'à la Commission de régulation de l'énergie, on a développé une expertise spécifique sur la production et on va dire la supervision des systèmes énergétiques insulaires. Donc c'est assez utile pour nous dans la Méditerranée, même si du coup la seule île méditerranéenne est la Corse, alors que nous, notre expérience, elle varie aussi un peu sur beaucoup d'autres océans. Malgré tout, il y a quand même un point qu'on va retrouver sur les îles méditerranéennes, mais sur beaucoup d'îles dans le monde, c'est vraiment qu'elles vont avoir un mix énergétique très carboné. Il est très très rare qu'une île soit reliée au continent et où il y aurait du nucléaire, par exemple. Donc la plupart du temps, les moyens de production sur les îles, ça va être des centrales au charbon, des centrales au fioul, des centrales à gaz. Et donc ça va avoir un coût très important, coût évidemment économique très important, coût environnemental très important, parce que c'est des moyens qui sont polluants, généralement dans des écosystèmes qui sont déjà très fragiles. Donc du coup, nous, au niveau des régulateurs, on cherche aussi à échanger beaucoup sur le sujet. Vous avez une déclaration de La Valette qui avait été faite en 2017 et qui appelait, donc pas mal d'États du sud de l'Europe appelaient vraiment, et était soutenue par la Commission, pour appeler à une initiative qui s'appelle Clean Energy for EU Islands. Et assez rapidement, nous, la Commission de régulation de l'énergie, on a cherché à mettre quelque chose en œuvre à notre niveau. Et on a commencé un dialogue très intéressant avec le régulateur grec. Et c'est marrant parce qu'on avait organisé à Paris en 2018 un forum sur la transition énergétique dans les îles que Nathalie Loiseau avait introduit, donc notre grand témoin de ce matin. Donc pour dire déjà que c'est vraiment un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On sait que les mix sont carbonés et on veut travailler ensemble pour décarboner et pour qu'il y ait plus d'autonomie aussi pour les îles, c'est vraiment important. Donc le petit cercle des régulateurs a commencé autour du couple franco-grec, mais ensuite, bien sûr, se sont rajoutés
les Espagnols, les Italiens, les Portugais aussi, je disais. Les Portugais sont quand même toujours de la partie avec les Açores et Madère, et ils ont des expériences vraiment très intéressantes, de la géothermie notamment. Donc on écoute toujours avec beaucoup de plaisir nos collègues portugais. Donc, quand on se retrouve entre régulateurs pour parler du sujet de la transition énergétique dans les îles, on va parler beaucoup de conversion de certaines centrales, donc celles qui étaient vraiment au fuel, on va chercher à les convertir peut-être à de la biomasse. On va évidemment chercher à mettre en place des nouvelles installations ENR. Ça peut être des centrales photovoltaïques. Parfois, on va faire un couplage avec des installations hybrides, production, stockage, parce que comme les systèmes sont plus petits aussi, c'est très important d'avoir du stockage pour pouvoir gérer les imprévus. Puis il y a un autre cas, donc ça, je dirais, c'est ce qu'on fait au niveau des régulateurs, mais il y a aussi un cas qui est très intéressant sur les îles en Méditerranée, c'est que vous avez quand même 2 États européens qui sont elles-mêmes des îles, donc Malte et Chypre, et qui finalement, elles, maximisent on va dire tous les problèmes que j'ai décrits, à la fois donc nécessité de verdir leur mix, mais aussi gros problème en termes de sécurité d'approvisionnement. Vous êtes une île, vous devez avoir de l'énergie quand vous le souhaitez. Donc généralement, c'est vrai que les États-îles, ils vont quand même chercher un moment ou un autre. C'est bien de développer la production interne, mais ils vont chercher un moment ou un autre à s'interconnecter avec un de leurs voisins pour avoir quand même un câble qui apporte l'électricité quand on a besoin. Donc finalement, c'est une chose assez récente pour Malte, puisque Malte n'a été connecté à un autre État qu'assez récemment. Je crois que c'était en 2015. Et donc Malte a été connecté à l'Italie via la Sicile. Donc là encore, on voit qu'en plus les îles cèdent entre elles, donc comme des traits d'union un petit peu finalement en Méditerranée. Et puis il y a un autre projet pour interconnecter Chypre. Donc tout à l'heure, Elay nous montrait les interconnexions plutôt gazières en doutant un petit peu de ce pipeline-là qui relierait Israël, Chypre, puis la Grèce. En revanche, il y a un volet aussi sur l'électricité. Et là, on y croit beaucoup plus. C'est le projet Euro-Asian Interconnector, qui va pouvoir relier Chypre à la Grèce continentale et peut-être à terme aussi à Israël. Et puis il y a un dernier cas dont je voulais parler parce que c'est le cas de la Corse. C'est pas forcément très connu, mais la Corse finalement n'est pas raccordée électriquement au réseau continental français, mais elle est en fait raccordée par l'Italie. Ce qui fait que le raccordement italien, le raccordement de la Corse se fait en fait par un câble purement 100% italien. On va dire c'est une liaison interne. On ne l'appelle d'ailleurs pas interconnexion, puisque c'est pas une liaison entre la France et l'Italie. C'est simplement un câble qui parle de Toscane, qui arrive en Corse, qui devient ensuite câble sous-marin, qui devient ensuite une ligne aérienne qui traverse toute la Corse. Il y a un droit de soutirage de la Corse dessus, pour ensuite alimenter la Sardaigne. Et donc, là aussi, on a un dialogue évidemment toujours avec les autorités italiennes et avec notre homologue ARERA pour prévoir aussi le renforcement de cette ligne, dont le premier tronçon date de 1964. Donc il faut aussi parfois se rénover. Oui, je note finalement que c'est un petit peu l'objet de l'ensemble des interventions jusqu'à présent, c'est que le dialogue est crucial, tout simplement, pour toute coopération. Et donc, en l'occurrence, pour l'énergie, c'est crucial puisque c'est éminemment politique et que ça a des impacts très concrets sur les populations, ça on l'a vu également. Et la question aussi de l'échelle qui est intéressante, c'est-à-dire que finalement, vous avez à la fois une dimension très macro, on va dire, voire même internationale, avec des formats de discussion qui sont multilatéraux, etc. Et puis vous avez aussi justement des cas très concrets, alors régionaux par exemple, et puis enfin tout très très locaux. Et donc là c'est vrai que je me retourne vers vous, Eric, parce que c'est vrai que dans le cas d'une entreprise, forcément quand vous avez des activités quelque part, finalement là le rayonnement, ou du moins l'impact, il est surtout
très, très local. Et donc, je pense que, j'imagine que se pose aussi la question d'une entreprise, c'est comment est-ce qu'on établit ce rapport, ce dialogue en fait avec les partenaires donc locaux ou même justement avec les partenaires pour l'activité elle-même. Voilà, comment ça se passe et surtout quels sont les questionnements en fait d'une entreprise derrière ça. Merci. Alors, ouais, effectivement, ce qu'il faut bien comprendre pour une compagnie énergétique comme nous, nous, on opère au cœur des populations, réellement. C'est-à-dire que la finalité de nos opérations, de nos actions, c'est effectivement d'opérer, de fournir de l'énergie au niveau international, régional, voire local. Et donc, je dirais, il y a le défi qui se pose systématiquement à nous, d'une manière générale, hein, pas uniquement à la sûreté, mais je dirais pour la bonne conduite d'un projet industriel chez TotalEnergies, c'est effectivement de s'intégrer le mieux possible dans un écosystème, dans l'écosystème national, dans l'écosystème régional, et puis, comme tu disais, dans l'écosystème local, puisque au bout du bout, il y a une usine, il y a des stations-service, voilà, et qui sont implantées au cœur des populations. Et la finalité opérationnelle, elle est évidemment là. Alors c'était, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'était déjà le cas avec les opérations d'exploration, production. C'était déjà le cas et surtout le cas avec tout le réseau de distribution. Hein. Enfin, TotalEnergies, c'est 14 000 stations-service. On n'y pense pas forcément, mais c'est 14 000 stations-service dans le monde. On a des stations-service partout. On a des stations-service au fin fond du Pakistan. On a des stations-service partout en Afrique. Voilà. Et ben nous, on doit assurer. Donc, elles sont au cœur des populations. Les gens du marketing service chez nous ont tendance à dire que nos stations-service sont un lieu de vie dans ces pays. Parfois, c'est même le seul lieu de vie hein, qu'il y a où on peut trouver de l'alimentation, où on peut recharger son téléphone portable. Donc, c'est très concret et c'est très au cœur des populations. Donc, c'était déjà le cas. Et une fois encore, comme je disais tout à l'heure, c'est encore plus le cas avec l'implantation des énergies renouvelables. D'ailleurs, petite anecdote, hein, lorsqu'on suit les événements géopolitiques dans le monde, et notamment liés ça a été évoqué tout à l'heure hein, par Georges Bruno, hein, la politique étrangère de la France, etc. Nous, on suit ça avec une attention particulière parce qu'on sait très bien que les premières victimes je dirais d'un dérapage de la politique étrangère ou d'une mauvaise perception de la politique étrangère dans le monde, les premières victimes, c'est nous, en fait, c'est la station TotalEnergies, quoi. C'est le cas en Afrique, mais c'est un petit peu le cas partout. C'est nous qui allons être impactés en premier, avant même l'ambassade de France ou le consulat de France, parce qu'on est une cible molle, finalement, au sein des populations. Alors, justement, partant de ce constat-là et de notre devoir d'intégration dans un écosystème national, régional et local, nous, on développe des actions, ce qu'on appelle des actions sociétales dans la compagnie. C'est pour les militaires ou anciens militaires, c'est l'équivalent des actions civilo-militaires. Hein. C'est exactement la même chose. Mais par comparaison, à l'échelle d'une multinationale comme TotalEnergies, c'est-à-dire que pour accompagner un projet industriel, TotalEnergies est capable de mettre plusieurs centaines de millions de dollars dans ce type d'action, justement pour accompagner les projets. Partant du postulat qu'un projet industriel au sein des populations ne peut fonctionner que si il se fait avec les populations. Donc il faut absolument amener les populations avec nous. Et ce qu'on constate de plus en plus, et c'est vraiment le cas de plus en plus aujourd'hui, hein, c'est que nous, en interne TotalEnergies, on agit de concert entre les actions sûreté et les actions sociétales. Donc il y a un vrai dialogue entre les deux directions pour accompagner les projets dans leur globalité. Alors l'exemple le plus emblématique est celui qui finalement a remporté, je dirais pas forcément un succès, mais dont on voit la concrétisation réelle sur le terrain, et j'y étais encore il y a quelques semaines de ça, c'est le Mozambique.
Alors pour la petite histoire, hein, vous savez qu'on a dû évacuer notre site d'Afungi, donc qui se situe au nord du Mozambique, à la frontière avec la Tanzanie, en avril 2021, suite à une insurrection djihadiste et une poussée djihadiste sur notre site et contre nos installations. Donc on est passé en ce qu'on appelle en situation de force majeure, c'est-à-dire qu'on arrête toutes les activités. Mais dans le cadre de la force majeure, on est obligé de créer les conditions pour une reprise d'activité. Et pour cette reprise d'activité, donc on a conduit simultanément des actions de sûreté, donc de sécurisation du site, et des actions sociétales. Et aujourd'hui, si vous allez, c'est assez impressionnant à voir, hein, on peut en parler, mais le voir, c'est encore autre chose. Si vous allez sur le site d'Afungi ou dans la région d'Afungi aujourd'hui, donc dans la province du Cabo Delgado, au nord du Mozambique, vous voyez la concrétisation de toutes ces actions sociétales. Et très concrètement, on a financé des fermes, on a financé des usines, on a financé des boulangeries. Vous avez, lorsque vous allez dans les rues des petits villages ou les ruelles des petits villages autour du site d'Afungi, vous avez des enfants qui ont des vélos Total Énergie. Voilà, donc on a remis l'électricité, on a remis de l'éclairage dans l'ensemble des villages autour du site. Tout ça pour en fait intéresser la population directement à notre projet. En gros, aujourd'hui, sur le site d'Afungi, ce qui est consommé très concrètement à la cantine d'Afungi, c'est des produits qui sont produits localement par des locaux. Voilà, le pain, la viande, enfin tout est produit localement et acheté par la compagnie à ces exploitants qui ont été, dont les sociétés ont été créées par la compagnie. Donc créer cet intéressement-là et avec pour objectif, si vous voulez, finalement de marginaliser l'insurrection autour de notre site. Et ça, je dirais, ça commence à l'échelle locale, mais dans le plan général, l'idée c'est d'étendre cette logique-là à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, où là, vous avez des plans encore plus ambitieux, mais sur du plus long terme, liés à l'éducation, à l'emploi, voilà, tout ça étant créé autour du projet par Total Energy, qui est opérateur, et l'ensemble de ses partenaires. Merci beaucoup Eric pour ces apports qui sont effectivement, c'est une vision des fois qu'on n'a pas forcément non plus de l'extérieur. C'est vrai que voilà, on peut être habitué des fois plus à des scandales ou à justement des problèmes d'acceptabilité sociale, puisque là c'est tout la question. Il y a ces mêmes problèmes d'acceptabilité sociale d'ailleurs qui existent en Europe, hein, quand on parle justement de beaucoup de manifestations par exemple contre les projets éoliens, alors qu'ils soient offshore ou onshore d'ailleurs, ou même par rapport au nucléaire, etc. Finalement, on s'aperçoit que les déterminants, les dénominateurs communs sont souvent un manque d'implication en fait de la population en fait dans les projets, de vraiment comprendre en fait pourquoi est-ce que ces projets existent et quelle est l'importance de ça. Et effectivement, cette notion d'être local en fait, que ces énergies-là puissent servir aussi à un écosystème en fait, que de manière aussi bien économique qu'énergétique, c'est absolument primordial. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant, on a quelques questions effectivement qui me paraissent bien, même si je ne vous cache pas qu'il faut que je me décale, parce que je ne les vois pas bien. Alors, excusez-moi, je vais me mettre là. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si Anis, toi, tu as eu le temps d'en lire quelques-unes. Non, sinon, c'est pas grave. J'en vois certaines qui sont... je pense que je vais sortir ma double casquette, cette fois-ci, de chercheuse FRS sur ces questions énergétiques. Je vois notamment pour la deuxième question... avec ce lien entre sécurité énergétique et sécurité alimentaire, surtout par rapport à l'espace méditerranéen. Alors, si je comprends bien cette question... Oui, très bien. Pour cette question, en tout cas pour la deuxième question, c'est vrai qu'en fait, si je la comprends bien, je pense que c'est par rapport aux surfaces qui seraient nécessaires, en fait, par exemple, si on développe de l'éolien, je suppose, ou en tout cas, ou donc sur Terre, effectivement. Alors, à ce stade, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de rivalité, en fait. Il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que, comme vous l'avez mentionné, Eric, juste avant, la dynamique de transition énergétique dans ces pays-là, il y a des annonces qui sont faites,
Mais ce sont des annonces quand même qui, voilà, il faut le temps de mettre tout ça en place. Donc c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait sur les mêmes dynamiques par rapport à la sécurité alimentaire, où là on a plus des raisonnements d'importation, notamment qui viennent par exemple d'Ukraine, et puis des raisonnements en fait de production locale qui suivent en fait des réflexions depuis plus longtemps. La deuxième chose également, je crois que cette question a disparu. Bah, en tout cas, par rapport à ça, également juste un tout petit point, c'est qu'en fait, les énergies renouvelables, justement, le principe, c'est que c'est pas forcément, l'idée justement, et notamment autour de la Méditerranée, c'est justement d'éviter d'avoir cette rivalité entre surface cultivable et surface énergétique, mais bien d'utiliser, par exemple, au maximum des régions qui sont désertes, par exemple pour développer du solaire, ou alors pour l'éolien. En l'occurrence, c'est pour ça qu'il y a autant d'intérêt également pour l'éolien offshore, c'est qu'en fait ça permet de conserver de la surface terrestre. Donc voilà, je m'arrêterai là en tout cas parce que c'est un sujet en soi. Anne-Lise, c'est vrai que voilà, je rebondis sur toi par rapport à la question sur les fonds marins. Effectivement, je te laisse reprendre la main. Et si tu veux reprendre Oui, donc c'est vrai qu'effectivement, cette question, elle est complètement légitime. On a vu aussi qu'il peut y avoir effectivement des actes de sabotage, on l'a vu sur les gazoducs. Nous, je dois avouer qu'à la Commission de régulation de l'énergie, comme on est sur une analyse plutôt technico-économique de ces câbles, on va plutôt être sur une analyse, nous, ce qu'on nous demande de faire, c'est de savoir combien ça va coûter, comment on va se répartir les coûts de part et d'autre de la frontière, finalement. Mais il n'est pas effectivement impossible qu'à l'avenir, on nous demande de nous prononcer sur les coûts de la sécurisation du coup, les mesures de protection qu'il faudra mettre en place. Ça, c'est quelque chose qui pourra arriver effectivement à l'avenir. Et donc, on verra, parce que les interconnexions, c'est cher, c'est de plus en plus cher. Vous avez une tension énorme sur le marché des câbles. Et parfois, des projets qu'on avait pu valider à un certain moment, du fait de l'augmentation des coûts, on se repose légitimement la question, mais si ça coûte encore plus cher de les sécuriser, il y a peut-être des projets qui pourraient ne pas voir le jour. Merci beaucoup. Et c'est vrai que peut-être je rebondis également sur cette question de comment garantir l'indépendance énergétique en Europe, qui est quand même une très grosse question, très ambitieuse. Mais ce que je trouve intéressant dedans, c'est en fait de bien comprendre qu'il y a très peu de territoires qui, de toute façon, sont indépendants d'un point de vue énergétique. Pour ne pas dire quasiment, il y en a, on va dire que deux, c'est-à-dire vous avez la Russie et puis vous avez les États-Unis. Alors je schématise quand même, mais on n'en est pas si loin de la réalité. Le fait est, c'est qu'en Europe, c'est de toute façon, nous sommes un continent assez pauvre en énergie. Alors pauvre, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a utilisé quand même déjà historiquement beaucoup de charbon, donc beaucoup de ressources fossiles qu'on avait déjà, mais également du gaz. Par exemple, je rappelle quand même que dans les Pays-Bas, il y avait ce champ gazier dans le nord des Pays-Bas, à Groningen, qui a dû être fermé assez récemment, je crois que c'était en 2019, il me semble, parce qu'il y avait des problèmes de tremblement de terre en fait, dans la région, parce que c'était dû à une surexploitation. La Norvège voit également toutes ses réserves gazières, on va dire, fondre un peu, puisqu'il faut approvisionner aussi tout le monde, et encore plus en temps de crise aujourd'hui. Donc on n'est pas très riche, honnêtement, en termes de ressources énergétiques. Donc c'est pour ça aussi que là encore, tout ce qui est aussi bien énergie renouvelable, mais en fait énergie décarbonée, ça a aussi cet avantage en fait de pouvoir offrir une relative autonomie, en tout cas, c'est-à-dire que l'idée c'est vraiment de produire sur place et de produire l'énergie qu'on va consommer. Cependant, ça c'est quand on regarde un côté finalement de l'énergie, qui est le côté de l'offre, mais l'offre, elle est largement corrélée avec la demande en énergie. Et c'est vrai qu'en France, ce sujet, notamment qui touche à la sobriété énergétique, etc., on en entend quand même beaucoup parler, mais il faut bien comprendre qu'en fin de compte, au-delà de parler qu'il faut seulement réduire la demande en énergie, c'est aussi qu'en fait, il faut raisonner en termes de disponibilité d'énergie. C'est-à-dire que si vous avez une disponibilité limitée en fait en énergie, ce qui peut du coup arriver si on produit sa propre énergie, il y a peut-être des moments où pour des facteurs A plus B, etc., on peut avoir moins d'énergie, et auquel cas il faut que la demande soit ajustée en même temps. Et ça, c'est important, en particulier pour l'électricité, puisqu'en fait, un réseau électrique, ça marche en équilibre, et que si à un moment vous avez un déséquilibre qui est trop important à un instant T, vous avez un véritable risque de blackout.
Donc en fait, c'est vraiment cette notion en fait, de travailler ensemble, main dans la main, d'un côté en décarbonant l'énergie et donc justement en travaillant sur l'offre énergétique, et en même temps de l'autre côté en travaillant sur la demande, en essayant justement de réduire un peu ces besoins. Alors ça passe par l'efficacité énergétique, mais ça passe également par finalement les comportements aussi de chacun et d'autres raisonnements encore. Je vous laisse, Eric, je crois que vous vouliez rebondir également là-dessus. Oui, non, pas forcément, et rebondir sur la notion de coût, en fait, coût de protection. Alors, en tout cas, comment ça c'est géré chez Total Energy, hein, le coût de la protection. Alors là aussi, j'irais, si on fait un peu d'histoire assez récente, hein, la sûreté dans une multinationale du secteur de l'énergie et également chez Total Energy, c'est assez récent, hein, finalement. Hein. C'est un héritage des attentats de 2001 et puis renforcé après, particulièrement en France, hein, et chez Total après les attentats de 2015. Hein, là, ça a été vraiment l'électrochoc majeur chez nous. Donc finalement, c'est assez récent. Et d'ailleurs, pour nous, Total Energy, ça a correspondu à l'arrivée du général Favier à la tête de la direction sûreté. Et donc, il y a un changement de modèle en fait dans la façon de gérer la sûreté et la protection des sites et des activités et des collaborateurs, où on était sur un modèle, comme disent les plus anciens, un modèle un peu pompier, c'est-à-dire qu'en gros, on laissait les choses se faire et puis dès que ça explosait quelque part, on allait éteindre l'incendie et puis après on passait d'un incendie à l'autre, etc. Ça c'est l'ancien modèle, et le nouveau modèle qui est effectivement déjà en place maintenant et qu'on s'efforce de consolider, et je dirais que l'actualité et la géopolitique mondiale nous aident en interne, hein, Total Energy finalement à consolider ce modèle. C'est vraiment un modèle d'anticipation de la menace et d'intégration des problématiques de sûreté et de protection de nos activités le plus en amont possible d'un projet industriel. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, dès qu'il y a le moindre projet qui émerge dans le cerveau d'un chef de projet de la compagnie, il va nécessairement, enfin dans son parcours, il y a nécessairement le passage par la consultation de la direction sûreté pour justement dimensionner le plus précisément possible. Et c'est là où c'est un peu compliqué, c'est sur la durée d'un projet, hein, qui peut être de 15, 20 ou 30 ans, ce que pourraient être les enjeux sûreté. Tout ça en fait dans une logique de coût. Vraiment dans une logique de coût, en se disant que on économisera des coûts de protection des sites sur la durée d'un projet en le dimensionnant le mieux possible d'emblée au travers de ce qu'on appelle chez nous une philosophie de sûreté pour couvrir un projet. Merci beaucoup. Je voyais, Anis, peut-être une question éventuellement pour toi, la dernière sur le potentiel des gisements gaziers en Méditerranée. Je ne sais pas si tu arrives à la lire également. Est-ce que c'est dans le cadre des discussions que tu peux avoir ? Ce qui se passe avec ces très grosses infrastructures que sont les interconnexions électriques ou gazières, bon, je l'ai dit, ça coûte très cher. Et très souvent, en fait, dans ces projets, soit purement européens, soit ce qu'on appelle les projets d'intérêt commun avec des États tiers, souvent on a une subvention européenne qui permet en fait de boucler la boucle. Typiquement, là, on s'est lancé dans une interconnexion électrique avec, je dérive un tout petit peu, avec l'Irlande, parce que quand la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, finalement, les Irlandais, eux, n'avaient plus accès à la plaque européenne. Et donc, dans un acte de solidarité, il a été décidé qu'on créerait une interconnexion très longue. Hein, il y a pratiquement 550 km de câbles sous-marins entre la France et l'Irlande. Et l'Union européenne a donné une très très grosse subvention de l'ordre de 500 ou 600 millions d'euros. Ça, aujourd'hui, on peut plus, enfin en tout cas il a été décidé par rapport aux objectifs européens climatiques, on ne peut plus, les projets gaziers ne sont plus éligibles. Donc à partir de là, la boucle va être difficile à boucler, il me semble, sans une aide européenne conséquente.
Merci beaucoup. Je crois qu'on a le temps pour une dernière question et après, malheureusement, je serai dans l'obligation de clôturer cette table ronde, même si c'est vrai que, enfin, j'espère pour vous également, en tout cas, moi, je pourrais rester encore un certain temps pour en discuter. Alors, c'est vrai que je me permets juste de regarder un petit peu par rapport à la... ah oui, c'est ça. Par rapport à la question pour la Syrie, que je trouvais assez intéressante, parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à ne plus trop en parler, mais ça a été un projet qui a existé, alors non pas pour de l'Europe à la Syrie, mais par contre au sein des pays du Golfe et qui devait remonter justement en passant par la Syrie et remonter en fin de compte jusqu'à la Turquie. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis la guerre en Syrie, ça n'a plus été possible et ça ne venait même pas d'une politique, enfin d'une volonté, d'une absence, on va dire, de volonté politique, mais simplement ce sont malheureusement les dommages collatéraux aussi d'une guerre qui font que si vous n'avez pas de stabilité régionale ou au moins au sein d'un pays une stabilité relative qui vous permet de construire les infrastructures et surtout quand il s'agit d'interconnexion sur plusieurs pays, eh bien, en fait, ces projets-là sont complètement gelés et vous n'avez aucune capacité, en fin de compte, de pouvoir les monter. Encore une fois, ça correspond surtout au domaine terrestre. Peut-être, Eric, que vous pourriez rajouter une petite chose dessus, éventuellement. Oui, non, mais il y a effectivement des aspects liés à la sûreté, des aspects techniques, etc. Il y a quand même un déterminant assez fort aujourd'hui, hein, c'est les sanctions. Hein. Les sanctions internationales, c'est extrêmement difficile, voire impossible, hein, pour une compagnie de travailler dans un pays qui est sous sanctions internationales. Hein. Bon, le cas le plus emblématique chez Total, c'est évidemment l'Iran, hein, qu'on a dû quitter à cause des sanctions américaines. Hein, voilà. Donc il est impossible pour nous de travailler dans un pays sous sanctions. Voilà. Oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que pour rejoindre ça, en sachant que si des acteurs comme des multinationales de manière générale ne peuvent pas intervenir, c'est rarement justement sur fonds propres que ce genre d'infrastructure peut avoir lieu. Donc voilà. Voilà un petit peu pour répondre en tout cas à ces questions, pour finir sur une note joyeuse. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Donc, comme je le mentionnais au début, nous avons un discours justement de la directrice de la DGRIS qui va commencer là très prochainement dans l'amphithéâtre. Donc, je vous invite bien entendu à aller monter justement au, je crois, 3e étage, il me semble, hein, maintenant. Voilà. Merci beaucoup.